En machine learning, on pourrait croire que le plus, c'est le mieux. Plus de données, des modèles plus complexes. Mais parfois, la vraie puissance, c'est la simplicité. Aujourd'hui, on va explorer une technique fascinante, la régularisation L1. Son but, ce n'est pas juste d'apprendre à un modèle à prédire, c'est surtout de lui apprendre à ignorer ce qui ne sert à rien. Voilà la question à 1 million de dollars. Comment un modèle fait-il la différence entre un signal pertinent et du simple bruit parasite? Parce que c'est là tout le piège. Quand un modèle apprend trop bien, quand il mémorise les moindres détails, même les plus insignifiants des données d'entraînement, il devient incapable de généraliser. Il perd sa capacité à s'adapter à de nouvelles situations. C'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Alors, voici le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va bien cerner le problème. Ensuite, on décortiquera la solution mathématique, la fameuse régularisation L1. On verra pourquoi elle pose un vrai défi technique. Puis, on explorera les algorithmes super ingénieux qui permettent de le surmonter. Et pour finir, on verra comment choisir la meilleure approche en pratique. C'est parti! Ok, en plongeant dans le vif du sujet, le grand défi en machine learning, ce n'est pas seulement de construire des modèles qui sont puissants, c'est surtout de s'assurer qu'ils ne deviennent pas inutilement compliqués. Et voilà notre ennemi numéro 1, le surapprentissage. Pour faire une analogie, c'est comme un étudiant qui mémorise par cœur un manuel, y compris les fautes de frappe. S'il a un examen qui porte exactement sur ce texte, il va avoir une note parfaite. Mais si les questions sont formulées un tout petit peu différemment, c'est la catastrophe. Un modèle en surapprentissage, c'est exactement ça. La solution, c'est donc de viser la simplicité, ou, pour utiliser le terme technique, la parcimonie. Le but du jeu, c'est de construire un modèle qui n'utilise qu'un tout petit nombre de caractéristiques, les plus importantes, et qui ignore activement toutes les autres. On va, en quelque sorte, forcer leur influence à tomber à zéro. Bon, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on force un modèle, mathématiquement, à devenir parcimonieux? C'est précisément là que la régularisation L1 entre en scène. Alors voilà la mécanique derrière tout ça. L'idée, c'est de trouver un équilibre. On va demander au modèle de faire deux choses en même temps. D'un côté, il doit minimiser son erreur de prédiction, ça c'est classique, mais de l'autre, et c'est ça la nouveauté, il doit garder la somme des poids de ses caractéristiques la plus petite possible. Cette deuxième contrainte, c'est la pénalité L1, et c'est elle qui va pousser les poids inutiles tout droit vers zéro. Et c'est là que la comparaison devient super intéressante. Il existe une autre technique très connue, la régularisation L2. Elle aussi, elle pénalise les poids trop élevés, mais elle se contente de les réduire. La L1, elle, est beaucoup plus radicale. Elle peut carrément annuler l'influence d'une caractéristique en mettant son poids à zéro. C'est comme ça qu'elle fait de la sélection de caractéristiques automatiquement. Mais évidemment, cette superpuissance a un prix. Elle introduit une petite subtilité mathématique qui rend l'entraînement de ces modèles un peu plus compliqué que d'habitude. Cette citation de l'article de recherche va droit au but. Le problème, c'est la fonction valeur absolue. Graphiquement, elle forme un V avec une pointe bien nette à 0. Or, la plupart des algorithmes d'optimisation classiques sont un peu comme des skieurs qui descendent une pente. Ils ont besoin de courbes douces pour savoir dans quelle direction aller. Face à une pointe, un angle vif, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont bloqués. Alors, comment on s'en sort? Si les outils d'optimisation habituels jettent l'éponge, quelles sont les alternatives pour réussir à trouver les poids parfaits pour notre modèle? C'est le moment d'explorer les solutions. Heureusement, la communauté scientifique a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité et a développé tout un arsenal de méthodes pour contourner ce fameux problème de la pointe. Une des stratégies les plus populaires et les plus efficaces, c'est de ne pas essayer de tout régler d'un coup. C'est le principe du diviser pour mieux régner. Les méthodes de décomposition s'attaquent au problème morceau par morceau, ce qui rend les choses beaucoup plus simples. La descente de coordonnées cycliques, ou CDN, en est l'exemple parfait. C'est d'une simplicité presque déconcertante. On prend les caractéristiques une par une, on ajuste le poids de la première pour avoir le meilleur résultat possible, ok, on le bloque, on passe à la deuxième, on l'ajuste, on la bloque, et on recommence ce cycle, encore et encore, jusqu'à ce que le modèle ne s'améliore plus. Bien sûr, ce n'est pas la seule approche, il y a d'autres stratégies. Les méthodes de Newton, par exemple, sont plus ambitieuses. Elles ne se contentent pas de suivre la pente, elles essaient de deviner la forme de toute la vallée pour sauter directement au point le plus bas. À l'opposé, la descente de gradient stochastique est plus impulsive. Elle fait des petits pas très rapides en ne regardant qu'un seul exemple à la fois. Avoir plein d'outils, c'est bien. Mais lequel est le meilleur? On arrive à la partie la plus intéressante, la confrontation de ces méthodes sur le terrain en se basant sur les expériences menées dans l'article. Ce tableau résume parfaitement les compromis à faire.
On voit que la descente de coordonnées est simple à mettre en place et super rapide pour obtenir de bons résultats, surtout avec des données comme du texte. Les méthodes de Newton, elles, sont plus compliquées, mais elles sont imbattables quand on cherche la précision ultime. Et pour que tout ça soit bien concret, regardons un résultat. Sur un jeu de données de classification d'articles de presse, la régularisation L1 a permis d'atteindre plus de 95% de précision. Ça montre bien que ça marche et que ça marche très bien. Ce graphique est encore plus parlant. Il montre le temps qu'il faut à différentes méthodes pour atteindre une très bonne précision sur des données textuelles. Et là, il n'y a pas photo. Notre descente de coordonnées, la CDN, est de loin la plus rapide. Les autres, comme Tron, qui est une méthode de type Newton, sont certes puissantes, mais elles prennent beaucoup plus de temps. La conclusion de l'article, qu'on voit ici, est donc sans appel. Pour des données textuelles qui par nature sont très parcimonieuses, après tout, un article n'utilise qu'une minuscule partie de tous les mots du dictionnaire, les méthodes de descente de coordonnées sont les reines. Leur approche, une variable à la fois, est tout simplement parfaite pour ce genre de problème. Bon, si on devait résumer tout ça, l'idée clé, c'est que la régularisation L1 nous donne des modèles parcimonieux, ce qui est génial pour éviter le surapprentissage. Le prix à payer, c'est ce petit défi d'optimisation. Mais des algorithmes comme la descente de coordonnées nous offrent une solution incroyablement efficace, surtout pour des tâches de traitement de texte à grande échelle. Et ça nous laisse avec une question pour la suite. Dans un monde où les modèles d'IA sont de plus en plus gigantesques, de plus en plus complexes, est-ce que cet art de forcer la simplicité, de se concentrer sur l'essentiel, ne va pas devenir au final la compétence la plus importante de toutes? La question reste ouverte.